On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un pilier du judo au Canada. Il a monté des projets tout à fait incroyables dans le nord du Québec et actuellement dans la région de Yellowknife au Canada. Il est de passage à Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'en fin de semaine, c'était le championnat canadien. Il y avait 700 jeunes qui faisaient du judo à Saint-Jean. Il s'appelle Mario Desforges. Il est auteur d'un roman jeunesse et judoka. Mais d'abord, parlons de la citoyenne culturelle dans la région en 2015. Il s'agit de Diane Boudreau. Depuis quelques années déjà, on décerne à chaque année dans le Haut-Richelieu le titre et la mention de citoyen ou citoyenne culturelle. Cette année, 2015, la personne choisie est Diane Boudreau. Pour parler en son nom, la directrice générale du musée du Haut-Richelieu, France Bourassa. Bonsoir et bienvenue. Merci. Tout d'abord, peut-être nous expliquer pourquoi Diane n'est pas là. Malheureusement, Diane a des soucis de santé actuellement et elle m'avait dit si je dépose ma candidature et que je suis retenue, j'aimerais que tu... Oui, voilà. Ouais. Donc, elle me dit j'aimerais que tu me représentes. Donc, ce que j'ai fait lors de la soirée de remise, c'est ce que je fais aussi en ce moment-là. Bon. Qui est Diane Boudreau et pourquoi a-t-elle été choisie citoyenne culturelle du Haut-Richelieu en 2015? Donc, Diane, c'est une professeure, en fait, qui est actuellement à la retraite et qui est aussi écrivaine. Donc, elle a écrit de la poésie, des contes pour enfants. Elle a touché quand même une variété de styles littéraires. Et Diane, depuis quelques années, s'est mise à s'intéresser à Rina Lanier. Donc, Rina Lanier, qui est une poète qui est originaire de la région, et puis elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas, en fait, d'action de sauvegarde et de mise en valeur de son œuvre, de toute son œuvre au fil des années. Et donc, elle a entrepris des démarches au cours des dernières années pour faire reconnaître ce travail-là. Et c'est des heures et des heures de travail pour aboutir à différents résultats. Une plaque commémorative à la place publique, la restauration d'un documentaire qui est le seul documentaire qui existe sur Rina Lanier. Donc, c'est au-dessus de 1000 heures de bénévolat qu'elle a fait pour pouvoir, en fait, promouvoir Rina Lanier. Pourquoi avait-elle une fixation, si on veut, sur l'œuvre de Rina Lanier? Mais écoutez, c'est sûr que je ne peux pas parler en son nom, mais de ce que je sais de Diane, c'est que elle voulait en fait mettre en valeur un patrimoine qui était en péril et un patrimoine régional. Donc, Rina Lanier, là, je vous dirais, je ne serais pas surprise de vous dire que la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui ne savent pas c'est qui. Donc, Diane se disait, mais ça n'a pas de sens. C'est quelqu'un qui vient d'ici, c'est quelqu'un qui a une renommée internationale. Il faut faire quelque chose pour qu'elle soit reconnue dans sa ville d'origine, dans son patelin. Et c'est là qu'elle s'est mise justement à travailler pour pouvoir mettre de l'avant, en fait, cette poète-là. Bon. Qu'est-ce qu'on a dit de Diane, évidemment, lors de la remise du prix, là, il y a quelques semaines à peine? Bien, que Diane, c'est quelqu'un qui est très persévérant. Je vous dirais que c'est une de ses qualités principales aussi parce qu'il a fallu qu'elle ait cogné, en fait, à plusieurs portes pour en arriver aux résultats qu'on connaît. Donc, tantôt, j'ai mentionné rapidement la restauration d'un documentaire, mais c'est beaucoup de sous. Elle est allée cogner aux portes de la ville, aux portes du député Dave Turcotte. Elle est venue nous voir aussi. Donc, une persévérance et aussi une intégrité et un désir d'aller au bout de ses projets. Et elle est tenace, c'est très bien, parce que si Diane n'avait pas été là, c'est tout un patrimoine. Nous, on n'aurait pas pu le faire au musée, faute de ressources et faute d'argent. Donc, les 1000 heures qu'elle a investies, si elle n'avait pas fait, il n'y a personne d'autre qui l'aurait fait là. Parce que le travail que Diane a effectué, donc ces 1000 heures de bénévolat sur le travail de Rina Lanier, ultimement, ça va porter fruit même pour une exposition au musée. Exactement. Donc, il y a plusieurs, je vais juste reprendre un peu la chronologie, c'est qu'en 2013, il y a eu une plaque commémorative à la place publique. Par la suite, la restauration du documentaire en 2014 et on l'a lancé, en fait, officiellement en février 2015. Et là, actuellement, Diane travaille à titre de commissaire d'exposition pour le musée pour nous sortir une exposition sur Rina Lanier qui est prévue au printemps 2016, donc une exposition qui va durer possiblement de mai à septembre 2016 et qui va comporter aussi un volet catalogue. Donc, elle va travailler à la rédaction d'un catalogue et aussi à la rédaction d'une anthologie. Donc, elle va faire ressortir plusieurs textes qu'elle va choisir qui sont parus du temps où Rina Lanier travaillait pour le Richelieu. Bon.
Parce que Diane a aussi, donc, ce que je comprends, présenté le film sur Rina Lanier à la Bibliothèque Saint-Luc, mais également, il l'a fait au Festival international de poésie de Trois-Rivières. Donc, ça a eu un écho outre-frontière, si on veut. Oui, oui, tout à fait. Et c'est que le cinéaste aussi qui a réalisé ce film-là, donc M. Michel Audy, lui habite à Trois-Rivières et est originaire de ce coin-là. Et on trouvait que le momentum était intéressant. Il y a eu une invitation. On se disait, pourquoi est-ce qu'on ne le présenterait pas? C'est le Festival de la poésie, donc c'était comme incontournable. Donc, Diane est allée effectivement promouvoir, en fait, ce beau documentaire-là. Bon, quand on décerne cette mention de citoyen-citoyenne culturelle, cela émane d'une entente de développement culturel dans la région. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est. Bien, écoutez, moi, je ne suis pas sur cette table décisionnelle-là, mais ça provient de l'entente tripartite, en fait, entre le gouvernement du Québec, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la MRC du Haut-Richelieu. Donc, une enveloppe qui est accordée pour ça. Et chaque année, dans le fond, il y a 1 000 $ qui est remis à la personne qui est choisie citoyenne culturelle. Et ce 1 000 $ est remis à l'organisme auquel il est affecté, dans le fond. Ce qui est le cas du musée. Donc, c'est ça. Donc, le 1 000 $ a été remis au musée. Nous, ça va nous permettre, justement, c'est ça, on a un projet d'exposition, on travaille là-dessus, mais ça va nous permettre de bonifier, d'explorer des angles qu'on n'aurait peut-être pas pensé, parce que c'est quand même beaucoup de sous pour nous, 1 000 $. Donc, on était très contents que Diane... Pour tout organisme, un petit 1 000 $, ça arrive toujours bien. Ça arrive toujours bien, ça a un impact et ça fait toute la différence là, pour nous. Donc, Diane était très contente aussi de pouvoir dire on va pouvoir bonifier l'exposition. Donc, Bon, parce qu'actuellement, si on parle du musée en tant que tel, est-ce que vous avez des travaux qui sont en cours? À quoi ressemblent, disons, les semaines et les mois actuels? Là? Donc, pour 2015, malheureusement, on ne peut pas offrir d'exposition publique parce qu'on est en démontage d'exposition. Il y a des travaux, de la poussière partout. Pour une bonne cause, on est très contents, soit dit en passant. On attendait après ces travaux-là depuis quelques années déjà. Donc, en 2015, on est plus en mode préparation de nos salles d'exposition parce qu'on est en train de travailler sur une nouvelle exposition permanente qu'on va lancer en mai 2016 également. Donc, on est en chantier. Les choses qu'on va offrir pour l'été qui vient, l'été 2015, donc des visites guidées dans le Vieux-Saint-Jean et la boutique va rester accessible, mais sinon, c'est ça, nos salles d'exposition, par mesure de sécurité aussi, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui circulent à l'intérieur du musée, donc on a restreint vraiment les... Donc, c'est une année transitoire. Exactement, le mot est bon. Ouais. Vous avez eu un encan il n'y a pas longtemps qui a bien été? Oui, on est très contents. Dans le fond, on a eu 5 000 $ de profits qui sont venus directement dans les poches du musée, donc pour nos activités à venir et tout. Donc, on était très contents. Et il y a projet d'en tenir un autre possiblement à l'automne. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours, mais c'est sur la table actuellement. Et l'encanteur, M. Wilson, était très, très enthousiaste de revenir. Donc, année transitoire du côté du musée, un encan qui a été profitable, 1 000 $ qui tombe du ciel avec la nomination de Diane Boudreau comme citoyenne culturelle 2015. On va bien sûr lui souhaiter un prompt rétablissement, donc de se remettre rapidement pour pouvoir peut-être affronter de nouveaux défis. Bien, les nouvelles sont bonnes. Elle va être avec nous, qu'elle nous a confirmé en 2016 pour pouvoir continuer le travail de rédaction comme commissaire d'exposition et pour le lancement l'an prochain. Donc, on se croise les doigts, mais elle nous a dit que ça allait bien. Et pour le musée, donc, 2016, principalement, sera une année de renouveau. Ça va être une très grosse année, de nouveaux programmes éducatifs, nouvelle exposition permanente, donc tout plein de choses qui s'en viennent. Parce que le bâtiment en avait bien besoin, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, il y a un travail fait au point de vue du bricolage, la brique, rejointoiement de briques. Ils travaillent aussi actuellement sur les fondations, portes et fenêtres, tout ça. Il y a une bonne partie des fenêtres qui est déjà changée. Donc, oui, la coquille en avait besoin justement pour éviter infiltration d'eau, courant d'air, insectes et compagnie. Donc, oui, tous les problèmes qu'un vieux bâtiment peut connaître aussi. Donc, c'est une importante mise à niveau qui, va nous permettre, avec l'aide de la Ville aussi, de mettre à niveau l'intérieur du bâtiment pour pouvoir offrir des salles d'exposition encore plus intéressantes. Là. France Bourassa, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Donc, bonne chance au Musée du Haut-Richelieu, puis bonne chance également à Diane Boudreau et félicitations encore une fois pour cette nomination de citoyenne culturelle de l'année dans le Haut-Richelieu. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit l'auteur et judoka Mario Desforges.
divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Il y avait pas mal de monde en fin de semaine ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu au Colisée Isabelle Brasseur, une importante compétition de judo. Et d'ailleurs, on en a profité aussi pour faire l'annonce et la présentation d'un roman jeunesse qui s'appelle Chute de par qui? De par l'auteur et judoka Mario Desforges. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Parlez-nous un peu de vous et de ce passage là, de quelques jours ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, mon histoire a débuté avec Alouette, il y a 15 ans, lorsque j'ai rencontré un jeune sur la rue. Je accompagnais mes enfants à l'école. Puis il y avait une canne de bière puis une cigarette à 8h15 du matin. Alors, c'est comme ça a commencé l'histoire. J'ai emporté le jeune à la maison, puis tout le monde était pas mal sur le party. C'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer avec les jeunes dans les communautés. Suite à ça, avec les années ont passé. J'ai développé des jeunes au niveau du judo. C'est mon programme de prévention que j'ai fait, au point de vue communautaire. J'ai créé l'association à l'époque de Judo Nunavut, qui était à Poronek Judo Québec. Puis par la suite, j'ai déménagé à Yellowknife. J'ai créé l'association des territoires du Nord-Ouest. Puis là-bas, j'ai 33 communautés à développer. Puis je maintiens toujours le lien puis le contact avec oui, parce que j'ai créé le comité des affaires autochtones et territoriales avec Joe Canada. Alors, ça me donne le privilège de faire des suivis avec les jeunes, dont on a fait un immense beau projet l'automne passé avec la Fédération internationale de judo, Judo pour la paix. Alors, ça me donne la chance de faire retourner à la maison un peu là-bas. Vous êtes natif de quel endroit? De Montréal. De Montréal? Oui. Et à quel moment le judo est-il arrivé dans votre vie? Vers l'âge de 10 ans. J'ai accompagné mes sœurs. Ma mère avait dit à mes sœurs de faire ces cours-là pour du self-defense. Mais mes sœurs ont trouvé les gars plus cute que le self-defense. Les autres, ils ont lâché. Moi, j'ai continué. Puis ça a commencé de même. Et à quel moment, pour vous, le judo vraiment est devenu quelque chose qui allait, disons, avoir une influence sur le reste de votre vie? Parce qu'on peut faire du judo de 10 à 15 ans de façon participative, puis à un certain moment, bien, on a notre métier dans la vie, puis on fait d'autres choses, puis on arrête le judo. Qu'est-ce qui fait dans votre cas, à vous, que le judo a persisté? Bien, c'est lorsque j'ai déménagé avec Alouette. Alors, je suis arrivé là-bas, puis j'en ai fait mon métier. Mais la raison pour laquelle vous étiez déménagé à Iqaluit, c'était quoi la base? Pourquoi étiez-vous... Ma conjointe. OK. Oui, ma conjointe avait une opportunité d'emploi. Puis je ne veux pas faire le chum plate. Fait que vous avez dit oui? Ben oui, puis avec les enfants. Puis c'était une belle expérience. Puis on ne l'a pas regretté parce que tout a centralisé sa famille. Puis on a eu beaucoup de plaisir. Puis ça a fait une belle culture. Aviez-vous un travail, vous, qui était autre que celui du judo à ce moment-là? Oui, complètement différent. Vous étiez dans quel domaine? Dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire? Oui. Il ne pousse pas grand-chose au Nunavut, pas? J'ai essayé. Surpris, là, mais... Non, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse là. Il y a des choses, du pit moss. Wow. Donc, vous étiez en agroalimentaire. Madame a une opportunité d'emploi au Nunavut. Oui. Vous déménagez là-bas avec les enfants et tout. Exactement. Et là, pour vous, dans le fond, cette rencontre-là avec le jeune dont vous avez fait mention au début de l'entrevue a été pour vous, disons... Bien, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis arrivé à la maison, puis j'ai dit à ma blonde, mais dans quoi tu m'as embarqué? Puis elle a dit, bien, tu peux faire quelque chose. Elle m'a sorti un papier de la presse locale, programme de prévention, avec le département de la justice. J'ai eu des téléphones, puis les gars, bien, il y avait une fille, Nathalie Gosselin, qui faisait un projet similaire dans la région d'Ottawa-Gatineau. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire des programmes de prévention, puis faire des demandes, puis travailler avec les jeunes. Alors, j'ai commencé avec des jeunes à haut niveau à risque, avec des problèmes de comportement, bien, aussi affectés de façon congénitive, à cause de l'alcool et la drogue que les parents ont pris. Puis eux autres avaient des problèmes sérieux
à l'école, puis ils ne vont pas à l'école aussi, là, on ne s'en le cache pas. Grâce au judo, ça les a stimulés. Puis la façon aussi j'animais. C'est pas à cause de mon anglais, parce qu'il n'est pas très fort. Mais ça donne un avantage, parce que eux autres étaient autochtones, puis l'anglais, c'était un deuxième langue. Ouais. Alors, ça a été profitable. Je les ai fait participer. Puis l'histoire commençait de même, puis on a fait une boule de neige, puis on a fait des compétitions, puis les jeunes travaillaient, puis participaient, puis gagnaient des médailles. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Comme en fin de semaine, je suis avec deux aborigènes. Un qui vient d'Andilo, puis l'autre qui vient des Rivers. Puis ça a bien été pour un des deux. Mais ça a fini troisième au U21, quand il a une médaille de bronze. Puis il a perdu, son combat de la finale de bronze senior, qui est un calibre très fort. Brand, cette année, il a fini deuxième aux Jeux du Canada, dont la seule médaille pour le territoire du Nord-Ouest. Puis lui, c'était plus dur. Ça n'a pas marché. Ce qui fait que vous êtes resté combien de temps à Iqaluit? Pratiquement 6 ans. 6 ans. Ouais. Et par la suite, vous avez déménagé? Oui, on a pris... à un moment donné, c'était pas mal intense. Ma conjointe était fatiguée aussi dans ce qu'elle faisait. Elle travaillait dans le domaine de la justice. Elle pensait faire une transition à Ottawa, puis elle n'a pas aimé ça. L'année jour pour jour, l'année après, elle me demandait ça vous tente de remonter, mais à Yellowknife. J'ai dit OK, les enfants aussi, on n'a pas hésité. Puis on a monté à Yellowknife. Puis une fois là-bas, mais j'ai refait ce que je faisais avec. La même chose, mais à Yellowknife. Mais le monde ouais. me connaissait aussi. J'ai un success story. J'ai aidé beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. Puis en même temps, je maintiens la culture. Accepter les jeunes, mais il faut qu'ils apprennent, malgré tes handicaps intellectuels, puis faut que tu sois fonctionnel dans la société aussi, puis faire des bons choix, puis c'est pas facile pour eux. Pourquoi le judo peut avoir autant d'influence sur le comportement ou sur le changement du comportement de jeunes, que ce soit ceux du Nunavut ou ceux de Yellowknife, là? Bien, c'est le fondateur du judo, Kano. Il était le ministre de l'Éducation. Alors, le judo est écrit par lui. C'est les mêmes valeurs que l'école. Il a conçu ça à l'époque parce qu'il y avait un manque de mise en forme en milieu scolaire. Alors, au 19e, ça va vraiment changer au 21e siècle aussi. Là. Ça va être la même chose. Au niveau des valeurs, ça aussi, pour moi, c'était plus facile, même si c'est très compliqué puis c'est pas facile à le vendre, mais c'est pas un sport qui vient à l'étranger. Ouais. Alors, les Inuits sont très identifiés avec les Japonais, puis les Japonais sont très identifiés aux Inuits aussi. Ils disent des cousins éloignés. Ça, c'est facile. Alors, quand j'amène des jeunes, ils sont acceptés aussi. Puis les jeunes, c'est agréable pour eux. Par la suite, c'est le véhicule qu'on apporte. Aussi, être constant, qui n'est pas évident, avoir des objectifs quotidiens, mensuels, annuels, puis aussi avoir des projections en long terme. Ouais. À cause des ceintures qui passent, des couleurs de ceinture. Puis, niveau degré de ceinture, doit avoir pour participer dans certaines compétitions, comme en fin de semaine, mais les gars se battaient avec des ceintures marron et noires. Alors, les autres sont marron et noir. Alors, ils ont travaillé fort pour arriver à ce niveau-là. Puis, c'est un peu ce que je parle dans mon livre, parce que c'est un outil éducatif. Aussi, tu apprends aussi l'apprentissage, apprendre à te connaître. Surtout les jeunes, quand ils sont arrivés à l'âge teenager, adolescent, pré-ado, puis ils s'en allent dans la transition plus adulte aussi. Ils ont des phases à vivre. Puis à travers ce cycle-là, à travers des personnages que j'ai créés, puis inspiré d'histoires vraies là, aussi, avec le nombre de jeunes, parce qu'en 15 ans, j'ai initié au-dessus de 10 000 jeunes au judo. 10 000 jeunes sur 15 ans? Oui, parce que je fais des présentations en milieu scolaire, puis les jeunes sont affiliés, puis j'essaie de monter des projets parascolaires, le soir. C'est toute une organisation basée aussi sur des gens que j'assois initiés au judo, parce que j'ai pas de ceinture noire là-bas. Alors, c'est un sport inconnu.
Et donc là, vous avez profité, parce qu'en fin de semaine, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était le championnat canadien de judo 2015 au Colisée Isabelle Brasseur. Donc, il y avait quoi, 700-800 jeunes à peu près? Environ 700 jeunes, oui. 700 jeunes, donc c'est quand même une grosse compétition dont la région était l'hôte en fin de semaine. Et là, dans le fond, vous avez profité là, de l'événement de Saint-Jean-sur-Richelieu, du championnat canadien de judo, pour présenter votre roman jeunesse qui s'appelle Chute. Est-ce que c'est votre premier? Oui, c'est mon premier. De quelle façon, c'était quoi la naissance de ce projet-là? À quel moment vous vous êtes levé un matin et vous avez dit, bon, ben tiens, en plus de faire du judo avec des jeunes dans le nord du Québec et du Canada, là, je vais écrire un roman jeunesse? Bien, je l'avais dans... Justement, je crois à cause de tous les enfants que j'ai travaillés avec différents niveaux de post-trauma, suite à des situations familiales, puis des situations qu'ils ont vécues. Alors, ça me trottait dans la tête. Puis pendant plusieurs années, je vais faire un livre, Puis aussi, il ne faut pas oublier que dans le Nord, il y a bien des gens qui viennent passer une fin de semaine là-bas où ils vont faire une petite excursion en ski en été. Puis, ils font un livre. Alors, moi, je vais faire un livre qui va parler des... Oui, je vais te le prendre. Je vais faire un livre qui parle des vraies situations. Alors, mes deux principaux personnages, c'est une jeune fille qui s'appelle Claire, qui habite au Québec. Puis, elle vient vivre au territoire. Puis ça, c'est des affaires que je rencontre beaucoup en milieu scolaire, dans les écoles francophones. Les enfants qui vivent la transition, coupure de la famille, des grands-parents, des amis, pour suivre les parents en milieu de travail. Puis aussi, j'ai des jeunes d'une petite communauté, qu'eux autres, ils n'ont aucune idée c'est quoi le judo. Puis souvent, ils se laissent influencer par des plus vieux ou des amis qui prennent une autre direction. Puis cette direction-là, pour eux autres, ils les emmène dans des problèmes de justice. Quand je suis très actif dans le milieu communautaire aussi, j'avais aussi été un des membres qui a établi la justice réparatrice avec Alouette. Alors, j'avais beaucoup de jeunes qui avaient des problèmes. Puis au lieu d'aller en prison, mais ils faisaient une autre façon de le faire, par des ordres communautaires. J'ai fait partie de ce groupe-là. À l'époque. Puis ensuite, bien, c'est ça, ces jeunes-là qui découvrent le judo, ils se valorisent à travers le judo en passant leur grade, en ayant une ambition, ton exemple, une compétition, puis aussi leur valeur personnelle, puis l'estime de soi, parce que dans un cas, j'ai un poids lourd, j'ai beaucoup de poids lourds. Là, j'ai des jeunes qui ont 10, 11 ans, puis ça pèse 260 livres. Là. Puis ils sont pas grands, là. Ça n'a pas 5 pieds 2, 5 pieds 4, là. Tous mes gars, j'ai emmené à la fin de semaine. Mason, il est dans le 189 kilos, là, puis l'autre est il est dans le 160 kilos, là. C'est pas des petits gars, là. C'est des gros poids lourds, là. Donc, on passe d'une formation en agroalimentaire à du judo, à celui d'auteur d'un roman jeunesse. Ça fait quand même une carrière assez diversifiée, là. C'est ça, les choix de vie qu'on fait. Bien, l'écriture, c'est un travail d'équipe que j'ai fait aussi. J'ai fait ça avec Maxence Jaillet, qui lui était un de mes associés à Yellowknife, puis il était un journaliste. Alors moi, j'ai dit un bon matin, tu sais, on le fait le livre. Puis c'est le premier roman dans l'histoire du judo pour les adolescents. Ah oui? À travers le monde. Alors, grâce à ça, la Fédération internationale du judo, c'est là qu'il y a eu l'idée de devoir faire un projet avec moi pour le judo pour la paix l'automne passé, grâce à ce roman-là. Alors, c'est un beau véhicule pour promouvoir le judo, mais aussi connaître le Nord. Les gens ont des stéréotypes. Là-dedans, tu n'en as pas de stéréotypes. Il y a des bonnes personnes, il y a des bonnes familles, il y a des gens de cœur. Ça, c'est pas souvent... On n'en parle pas vraiment. Puis aussi des jeunes, même s'ils n'ont pas conscience, ça vit au jour le jour, mais si tu leur ouvres des portes, tu en fermes d'autres. Ouais. Ces jeunes-là vont progresser puis ont des belles vies. Puis j'en connais plusieurs qui maintenant ils ont 27, 29 ans, que j'ai commencé à travailler avec eux autres, puis ils ont des enfants, ils ont des emplois, puis ils n'ont pas de problème avec la justice. Là. Ça va super bien leur affaire dans leur vie. Alors le livre, c'est ça, c'est positif. Ouais. Il y a un drame dans le livre, je te le dis tout de suite, parce que c'est des choses qu'on vit énormément dans le Nord. Mais il y a des chemins. Alors, comme tu dis, oui, tu fais plusieurs choix, plusieurs choses, auteur, le judo, tout ça, mais
dans la vie, tu as des choix, puis tu as des chemins, puis c'est des chemins que j'ai choisis pour... puis ça, mais en même temps, c'est comme une thérapie. En même temps, pour moi, c'était le fun de le faire. C'était très agréable de faire ça. Donc, le roman jeunesse Chute qu'on présente ici, donc disponible, je présume, dans les librairies, oui, ou est-ce que les gens peuvent le commander autrement? Ils peuvent le commander aussi à travers les librairies en ligne, parce que souvent, ils n'en gardent pas beaucoup en stock, mais aussi Jucado. Jucado, c'est sûr, Jucado, c'est une entreprise qui vend des équipements de sport, de judo. Puis eux autres font aussi la promotion de ce livre-là. C'est toutes des choses que tu peux trouver en ligne. Si les gens nous cherchent, ils peuvent voir sur notre Facebook de NWT Judo Association. Puis c'est disponible. Puis aussi, tout l'argent au complet, là, ça va tout aux jeunes du Nord. Moi, les jeunes n'ont pas d'argent pour faire la compétition. Alors moi puis Max, on a été chercher un programme avec les conseils des arts des territoires. Puis l'argent qu'on a reçu pour ça, ça couvre les livres. Alors, puis tout ce qu'on fait avec l'argent, on aide aux jeunes carrément avec ça, directement. Et là, à quel moment retournez-vous à Yellowknife? Moi, je m'en vais là dans quelques jours. Dans quelques jours? Ben, j'ai été très occupé les derniers mois, les dernières semaines. On a fait une grosse tournée. On a les Jeux du Canada, que ça a super bien été. Puis j'étais à Whitehorse il y a 2 semaines. La gang du Nunavut était à Yellowknife. Le mardi, j'ai parti pour venir ici. Puis là, j'ai les Western Games au mois d'août avec un autre jeune. Ça va super bien aller pour lui. Bien, Mario Desforges, merci beaucoup. Félicitations, évidemment, pour tout le travail accompli auprès de ces jeunes et aussi, bien sûr, pour ce roman jeunesse. Donc, merci de votre passage dans la région et bon retour dans les territoires éloignés. C'est bien gentil. Très agréable. Merci beaucoup. Merci pour toi. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Le guide touristique est maintenant disponible au 31 de la rue Frontenac à Saint-Jean-sur-Richelieu pour obtenir de l'information. www.regiondesaint-jean-sur-richelieu.com. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas également le télébingo, le dimanche matin, 9h30, en direct. 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets, pour avoir la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Et il nous reste encore quelques bingos d'ici la fête nationale. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre plus directement, plus facilement par courriel, c'est plus rapide. Donc, vous faites Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet aussi pour revoir les entrevues que vous avez manquées. Vous pouvez nous aimer, nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit. Et on rappelle également le dimanche à compter de 16h. On est là demain.